Bonjour, je m'appelle Christophe Coupet, je suis consultant digital interne chez Abalon et j'accompagne des entreprises de toute taille à déployer Office 365. Je suis aussi l'auteur du site Digital Inside et du livre Le Digital Interne d'entreprise paru en juin 2019 dont nous reparlerons au cours de cette vidéo. Le 10 décembre 2019, j'ai eu la chance et l'honneur d'être l'un des speakers de la Modern Workplace Conférence Paris et mon sujet était réussir la transformation digitale de l'entreprise avec Office 365. Votre entreprise réfléchit peut-être à l'opportunité de déployer Office 365 et vous n'avez pas eu l'occasion de venir à cette conférence. Eh bien, cette vidéo vous permettra de revivre cette session. Pour commencer, je vais vous expliquer ce qu'est le digital interne d'entreprise et vous donner quelques points de contexte qui vous seront essentiels pour bien comprendre les enjeux. À l'heure où se réalise cette vidéo, nous sommes à 3 semaines à peine de 2020. 20 ans, c'est à peu près le temps qui nous sépare de la première brique du digital interne, qui est aujourd'hui une des briques essentielles d'Office 365. Je parle bien sûr de SharePoint. 20 ans, c'est aussi le temps qui nous sépare de cette photo de mon poste de travail, où on reconnaît mon téléphone qui n'était pas encore un smartphone, on reconnaît mon agenda pour reprendre mes rendez-vous, le téléphone fixe, mon bloc-notes avec mon crayon accroché à ma chemise. On retrouve bien sûr mon ordinateur qui n'était pas du tout portable, et puis l'éternelle boîte mail, l'éternelle messagerie que beaucoup de gens utilisent encore essentiellement et uniquement aujourd'hui pour communiquer. Depuis 2 ans plus tard est apparue une nouvelle version de SharePoint, c'est SharePoint 2003 qui nous a apporté de nouvelles possibilités comme les listes structurées. Très rapidement on l'a exploité pour se faire des mini-applications de gestion de données et je m'étais dit que toutes les entreprises allaient se ruer sur ces opportunités, mais plus de 15 ans plus tard, avec mon aide, les entreprises qui ont SharePoint depuis plus de 10 ans parfois découvrent seulement en ce moment ces possibilités. Ensuite, beaucoup d'applications sur Internet sont vues le jour. Il y a eu MySpace en 2003, il y a eu bien sûr Facebook en 2004, YouTube en 2005, Twitter en 2006, Dropbox en 2008, et puis toujours en 2008, il y a eu Yammer qui est apparu, qui ensuite a été racheté plus tard par Microsoft. 2011, personnellement, c'était le lancement du réseau social de Bouygues Télécom, lancement auquel j'ai participé. Et quand on a lancé ce premier réseau social d'entreprise, je m'étais dit que toutes les entreprises allaient se ruer sur ce genre de solution, mais en fait non. Et plus de 9 ans après cette première expérience, j'explique encore aux entreprises à quoi peut bien servir un réseau social d'entreprise. Ce que j'ai constaté en fait, c'est qu'il y a une franche différence entre ce qui se passe par exemple sur Internet et ce que pensent en faire, ce que imaginent en faire les entreprises. À titre d'exemple, en 2007, j'ai dû beaucoup batailler pour expliquer que le blog qui était disponible avec SharePoint 2007, eh bien c'était pas une solution uniquement pour raconter ses vacances, ça pouvait être une solution aussi avec des scénarios métiers qui pouvaient être très intéressants pour certains métiers. Ce que je constate en tout cas, c'est que il y a vraiment un manque évident de culture sur ce qu'est le digital interne dans l'entreprise et ce qu'il permet de faire. Et il m'arrive encore de tomber aujourd'hui sur des personnes qui, quand je leur parle d'Office 365, pensent que je vais leur parler uniquement de Word, Excel et PowerPoint. Donc il y a vraiment ce manque de culture digitale et en plus doublé d'un manque d'intérêt et de curiosité sur ce sujet, ce qui est troublant puisque toutes les entreprises sont confrontées à une concurrence féroce qui devrait plutôt les amener à explorer toutes les pistes qui pourraient rendre l'entreprise beaucoup plus efficace. En fait, les entreprises parlent beaucoup de stratégie digitale, mais sans le dire, elles pensent principalement au digital externe. Autrement dit, les entreprises digitalisent principalement le parcours de leurs clients, et c'est le déploiement des solutions très innovantes, comme par exemple l'Internet des objets. Mais quand on regarde derrière la porte de ces entreprises qui affichent une grande digitalisation, en fait, on se rend compte que ça n'a quasiment rien changé pour le quotidien des collaborateurs qui collaborent toujours avec le serveur de fichiers et le mail comme il y a 30 ans. Parfois, les entreprises sont volontairement sourdes quand on leur parle de digital interne parce que opérer la transformation digitale des collaborateurs, c'est beaucoup plus compliqué que de faire la transformation digitale de tous les clients. Et surtout, ça leur semble beaucoup moins rentable, ce qui est une grave erreur. Mais en fait, le digital interne, c'est quoi? C'est avant tout des outils, des usages et des postures.
Les outils, ce sont ceux d'Office 365 principalement, mais pas uniquement, il pourrait y en avoir d'autres. Les usages, ce sont les cas d'utilisation que les équipes vont imaginer avec ces outils. Ce sont les services que ces outils vont rendre au quotidien aux équipes. Et puis les postures, ce sont les comportements de ces collaborateurs, mais aussi des managers et des dirigeants. Ces comportements qu'ils vont devoir modifier pour que les usages se développent dans l'entreprise, ce qui permettra d'opérer une vraie transformation digitale interne. Le digital interne avec Office 365 apporte de grandes révolutions dans les entreprises, et c'est tant mieux, parce qu'on ne va pas déployer ces outils s'ils n'apportent rien de nouveau. Par contre, ces révolutions font peur et il m'arrive très souvent que des clients me demandent d'être très prudent dans mes présentations, histoire de ne pas faire peur aux collaborateurs. Le souci en faisant ça, c'est qu'on leur fait penser qu'ils vont continuer à collaborer de la même façon, alors que pour que ça fonctionne, les utilisateurs doivent carrément modifier leur façon de collaborer. Au final, toutes ces révolutions dans les usages, dans le désordre, c'est un peu tout ça, ce qu'on voit à l'écran. C'est la fluidité de la communication, c'est la possibilité d'avoir des solutions tout intégrées, c'est la possibilité d'y accéder depuis un téléphone, depuis une tablette, depuis un PC, n'importe quel PC, même le PC du copain si je veux. C'est la possibilité, l'opportunité de décloisonner l'entreprise, de donner la possibilité de prendre des initiatives. Ça apporte énormément d'opportunités métiers, comme on va le voir un peu après. Et puis, ce sont vraiment des nouvelles postures induites dans toute l'entreprise. Vous l'avez compris, le digital interne, notamment avec Office 365, ce sont de nouveaux outils, mais aussi de nouveaux usages rendus possibles par ces outils. Et ce sont justement ces usages qui sont de nature à transformer profondément votre entreprise en apportant de nouvelles opportunités métiers, mais aussi en modifiant certaines postures au sein de l'entreprise. C'est pour cette raison qu'il est important d'aborder Office 365 non pas comme un simple projet informatique, mais bien comme une démarche d'entreprise indispensable pour appuyer les transformations internes que vous allez lancer pour moderniser votre société. C'est ce que nous allons voir dans ce second chapitre. Aussi étonnant que ça puisse paraître, beaucoup de grandes entreprises font l'acquisition d'Office 365 dans un premier temps uniquement pour remplacer leur messagerie qui devenait trop coûteuse à gérer en local. Et puis un jour, quelqu'un a remarqué qu'il y a d'autres outils, mais sans savoir à quoi ils servent, et c'est ainsi souvent que l'aventure digitale interne commence. Le souci, c'est que le déploiement d'Office 365 est souvent abordé comme un projet informatique de déploiement d'outils un peu à l'ancienne. Du coup, le déploiement se fait petit à petit, outil par outil, un peu comme on le fait depuis 30 ans pour ne pas brusquer l'utilisateur, même si techniquement, dissocier les outils, ce n'est pas toujours facile ni possible. Le souci, c'est qu'à ce rythme-là, il faudra très longtemps pour tout déployer, mais pendant ce temps-là, Microsoft va continuer à déployer de nouvelles fonctionnalités et à proposer de nouveaux usages. Bref, il faut être vraiment dans le temps digital. Le temps digital, c'est le rythme d'évolution naturelle des outils aujourd'hui. Terminer les montées de version tous les 4 ans, qui sont des événements majeurs dans les directions IT des entreprises, mais en contrepartie, les outils évoluent régulièrement, et si les processus habituels ne s'y adaptent pas, l'entreprise sera en perpétuel décalage avec la suite Office 365. Mais ouvrir les outils un par un pose un autre problème, car pour couvrir un seul cas métier, on combinera souvent plusieurs outils. Par exemple, pour aider une équipe, je vais mettre en œuvre Teams, SharePoint, Forms et Planner. Par contre, pour aider une direction de la communication à moderniser son métier, je vais plutôt mettre en œuvre Stream, Yammer et SharePoint également. Bloquer les outils quand on lance Office 365, c'est comme s'interdire les touches d'un clavier de piano quand on apprend la musique sous prétexte que le joueur est débutant. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que déployer Office 365, ce n'est pas uniquement qu'un projet informatique banal de déploiement d'outils, c'est beaucoup plus que ça. C'est réellement une démarche d'entreprise et pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la première raison, c'est que contrairement à un projet, vous n'avez pas vraiment de date de fin. Et ça, c'est assez stressant. Mais c'est aussi très logique, car au fil du temps, les outils et les usages vont évoluer et de nouveaux collaborateurs vont arriver. Bref, il y aura toujours de l'accompagnement à faire. La deuxième grande raison,
c'est que le déploiement d'Office 365 touche toute l'entreprise, du collaborateur au dirigeant, en passant par les managers. Ça touche aussi les postures, les processus, la culture d'entreprise. On parle d'enjeux importants et stratégiques. On parle d'efficacité collective et individuelle. Ce n'est pas rien. C'est aussi une démarche qui nécessite l'implication de la direction générale et de toutes les principales directions, comme on va le voir après dans la suite de cette session. Et puis, sans même parler de digital et d'Office 365, il y a de plus en plus d'entreprises qui se lancent dans des programmes de transformation d'entreprises complètes. Leur objectif est simple, elles veulent se mettre en capacité d'affronter les transformations rapides du marché, de rester concurrentielles par rapport à des sociétés plus agiles qui innovent toujours plus. L'objectif de ces transformations, c'est de devenir toujours plus agile, plus réactif, plus innovant, plus efficace et aussi plus bienveillant envers les collaborateurs. En somme, les entreprises d'aujourd'hui essayent de passer du schéma de l'entreprise du siècle dernier à un schéma beaucoup plus moderne sur tous les plans, managérial, bien-être, efficacité, etc. Mais ça ne se fait pas par miracle et pour toutes ces améliorations qu'on souhaite apporter, il y a un point commun. Par exemple, être plus agile, c'est plus collaborer, plus décloisonner, impliquer plus de personnes et donc beaucoup plus partager. Si vous n'utilisez que la messagerie, cela veut dire que vous allez mécaniquement augmenter le nombre de mails. Être plus réactif, ça veut dire communiquer plus rapidement, partager la connaissance, décloisonner toujours, et là aussi, c'est encore plus de mails. Être plus innovant, ça veut dire qu'il faut donner la parole, permettre la prise d'initiative, favoriser les groupes de réflexion. En gros, il faut réussir à mettre en mouvement l'entreprise. Si vous n'utilisez que la messagerie, c'est encore là aussi toujours plus de mails. Être plus efficace, c'est digitaliser les processus, produire de la valeur, créer, gérer de la connaissance. Et être plus bienveillant, c'est encourager les équipes, les mettre à l'honneur, leur donner de la reconnaissance, ce que vous ferez en partie par des mails si vous ne disposez que de la messagerie. En résumé, on se rend compte que tous ces objectifs ont une base commune de besoins qui sont de fluidifier les échanges, faciliter la collaboration, simplifier le partage, ouvrir la parole et faciliter les groupes de réflexion. Typiquement, ce sont les outils d'Office 365 qui vont vous apporter ces possibilités, notamment avec des outils comme Teams, Yammer ou par exemple Kaizala. Mais les décideurs comme les collaborateurs souvent ne comprennent pas ce que vont leur apporter ces nouveaux outils par rapport à leur messagerie. La question classique qui revient, c'est ok, je reçois 200 mails par jour et demain, je vais recevoir 200 posts par jour. Quelle sera la différence ? La différence est fondamentale justement et c'est la clé pour comprendre le sujet. Je n'ai pas le temps ici d'aborder la raison de cette différence, mais je vous invite par contre à visionner cette vidéo qui est accessible par le scan que j'avais faite sur ce sujet pour bien comprendre. Pour toutes ces raisons, j'essaye de faire comprendre aux entreprises que le digital interne avec Office 365, c'est en fait le système d'exploitation de votre transformation d'entreprise. C'est un peu comme par exemple Android, iOS, Linux ou Windows. Le système d'exploitation donne les outils indispensables aux applications pour agir sur le matériel. De la même manière que Office 365 fournit à tous les collaborateurs les outils indispensables de collaboration et de communication pour agir sur l'entreprise. Une chose est sûre, aussi importante soit la messagerie dans votre quotidien, souvenez-vous qu'elle a été inventée dans un autre temps, à une époque où les contraintes d'agilité et de réactivité étaient complètement différentes. Ma plus grande difficulté dans mes missions d'accompagnement, ce n'est pas de convaincre les utilisateurs de changer leurs habitudes, mais de convaincre plutôt toutes les grandes directions que la réussite du déploiement d'Office 365 nécessite leur implication au même titre que la direction des systèmes d'information. Dans ce troisième volet, je vais vous donner quelques exemples des rôles que doivent jouer ces directions pour faire du déploiement un véritable succès. Et nous aborderons aussi un sujet important pour tous les dirigeants, le retour sur investissement d'une telle démarche. Dans 90% des cas, ce sont les DSI qui nous missionnent pour les accompagner dans le déploiement d'Office 365. Mais pour autant, il faut bien comprendre que la réussite du déploiement n'est pas l'affaire uniquement que de la DSI. Toutes les directions sont concernées et ce à 3 niveaux. Premier niveau, ils sont concernés dans leurs propres habitudes de travail, comme tout le monde, parce que par exemple, les collaborateurs de la direction des ressources humaines doivent être eux aussi des utilisateurs d'Office 365. Elles sont concernées dans le cœur de leur métier, tout simplement parce que les usages vont modifier leur manière de travailler.
Et ces directions sont aussi concernées par leur nécessaire implication dans la démarche. Prenons par exemple le cas des ressources humaines. Les ressources humaines sont impactées à plusieurs niveaux. Si on prend quelques exemples parmi ceux cités sur cet écran, bien d'abord les RH devront nécessairement adapter leur catalogue de formation pour intégrer les nouveaux outils. Les DRH vont aussi également accompagner la démarche de digitalisation interne, par exemple en intégrant des objectifs dans les évaluations annuelles. Mais elles seront également impliquées parce que la qualité de la collaboration a un impact sur les relations sociales dans l'entreprise et le bien-être. J'aime beaucoup cette remarque qu'un des lecteurs de mon livre a postée sur Twitter en prenant une citation de mon livre tirée de la page 175 qui résume bien la situation. Comment pourrait-on lancer dans l'entreprise une démarche qui toucherait les méthodes de travail, les relations entre les collaborateurs et le bien-être sans impliquer la direction des ressources humaines ? La direction des systèmes d'information est également impactée sur plusieurs fronts également. Prenons quelques exemples, encore une fois, notamment sur la question de la gouvernance dont il faut repenser l'approche pour offrir plus de services aux utilisateurs. Les nouvelles solutions comme celle de la Power Platform obligent aussi les DSI à se positionner et à repenser la manière de développer des services avec beaucoup plus d'agilité en utilisant les technologies offertes par Office 365. La SNCF apporte sur ce sujet un très bel exemple avec les solutions que l'entreprise a déployées pour outiller les équipes de maintenance avec Power Apps. Ce n'est plus vraiment du développement traditionnel et d'ailleurs ceux qui réalisent ces applications ne sont pas forcément informaticiens de profession, ce qui révolutionne la manière d'aborder ces sujets. Vous pourrez voir la vidéo sur cette expérience en utilisant ce QR code. La direction de la communication est également en première ligne. D'une part, pour aider à relayer les messages autour de la digitalisation interne de l'entreprise, mais aussi par l'évolution des solutions qui permettent de publier, communiquer, partager dans toute l'entreprise. Des solutions comme Yammer, Stream, SharePoint leur apportent de nouvelles opportunités inédites, si tant est que la direction de la com souhaite s'y intéresser. Et puis surtout, la direction de la com interne, c'est l'intranet d'entreprise qui devient le digital workplace, si bien évidemment la direction de la com interne accepte cette évolution. C'est David Porcheron du groupe Covea qui apporte une belle illustration sur ce sujet. Il était le directeur de la direction de la communication interne et il a changé le nom pour que sa direction s'appelle la direction de la dynamique interne, lorsqu'il a misé sur le réseau social d'entreprise. Vous pouvez voir son interview sur mon site digital-insight.fr. Enfin, les directions métiers sont plus que jamais concernées. Elles vont soit bloquer les initiatives, soit les encourager. Dans tous les cas, il faut que les métiers acceptent de s'y intéresser un minimum pour découvrir les opportunités offertes par Office 365, notamment en faisant des expérimentations et en encourageant les pionniers qui vont utiliser ces outils pour optimiser leur travail. Et puis bien sûr, les dirigeants et les managers ont également un rôle important à jouer en adoptant eux-mêmes également ces outils qu'ils vont demander d'ailleurs à leurs équipes d'utiliser. C'est une condition essentielle pour créer une dynamique à tous les étages de l'entreprise. Venons-en maintenant à une des questions essentielles qui m'est posée pendant mes interventions. Quel est le ROI, ce fameux retour sur investissement ? Beaucoup se sentent obligés de donner un montant en euros en faisant un savant calcul sur des hypothèses d'économie de temps. Dans ce cas présent, on imagine par exemple que 10 000 utilisateurs gagnent chacun 30 minutes par jour, ce qui fait d'ailleurs une hypothèse très basse. Le souci, c'est que des directeurs vont répondre que s'ils ont 30 minutes de plus par jour, eh bien ils vont aller boire un café avec des collègues. Et dans ce cas-là, la partie est terminée. Ce qui est étonnant, c'est que personne ne fait le même exercice pour calculer le retour sur investissement de la messagerie. Tout simplement parce que la messagerie est indispensable dans l'esprit de tout le monde et que chacun sait très exactement à quoi ça sert. Ce n'est pas encore le cas avec Office 365. J'aimerais aussi qu'on me demande de calculer le coût de ne rien faire, de ne pas adopter les outils modernes pour préparer l'avenir de l'entreprise. Dans tous les cas, de manière simplifiée, le ROI, c'est simplement la différence entre les gains obtenus ou perçus et le coût de déploiement de la solution. On espère bien sûr que le solde soit positif. Calculer les gains, c'est compliqué, car tout est très subjectif et très propre à chaque entreprise. Tout le monde ne donne pas la même valeur aux choses. C'est vrai pour l'art, comme pour tout. Par exemple,
pouvoir mettre en mouvement l'entreprise, ouvrir la parole, lancer des groupes de réflexion, ça n'a pas de prix pour le groupe Covea dont nous avons parlé précédemment. Au contraire, d'autres entreprises ne voudront pas du tout en entendre parler. Pour elles, des outils comme Yammer n'ont donc aucune valeur. Et puis il y a le calcul du coût qui comprend deux composantes, le coût des licences qui est facile à estimer, mais aussi le coût des efforts de déploiement que vous allez consentir en termes d'accompagnement. Ce sujet du retour sur investissement, c'est un chapitre entier de 26 pages dans mon livre pour vous montrer qu'il y a des choses à dire et à expliquer sur ce sujet. Pour résumer, il y a 10 grands gains majeurs que nous allons ici survoler très rapidement. Tout d'abord des gains économiques avec les économies d'échelle en termes d'infrastructure grâce au cloud, des gains d'efficacité individuelle et collective grâce aux outils, des gains de fiabilité, de partage en facilitant par exemple le fait de travailler sur un même document, des gains de réactivité des équipes, des gains de sécurité, notamment de maîtrise de la RGPD grâce aux fonctionnalités d'Office 365, des gains de mise en mouvement de l'entreprise, notamment pour pouvoir réagir vite face au marché, des gains en termes d'image, de modernité en interne mais aussi en externe, des gains en termes d'innovation avec la possibilité de recueillir les idées des collaborateurs, des gains en termes de transformation, par exemple pour réussir à transformer les postures managériales, et aussi des gains de bien-être en simplifiant le travail au quotidien. Au-delà de ces questions, lancer la transformation digitale interne avec Office 365, c'est savoir lever les freins. Nous allons en voir quelques exemples. Il y a bien sûr l'éternel frein au changement. Tout le monde se plaint de recevoir trop de mails, mais quand on propose d'utiliser autre chose que la messagerie, ça devient très compliqué. Bien sûr, cette réticence s'explique car adopter les outils d'Office 365, c'est changer 30 ans d'habitude avec la messagerie et le serveur de fichiers. Ça ne se fait pas en 5 minutes. Un obstacle que vous allez aussi rencontrer, c'est le manque de temps. Car pour gagner du temps, il faut accepter d'en perdre un peu pour essayer de nouvelles solutions ou pour tout simplement regarder cette vidéo. Sur ce point, l'implication des managers et de la direction est fondamentale pour accepter que les équipes consacrent du temps sur ce sujet et pour les motiver à le faire. Par contre, l'âge n'est pas forcément un critère de réussite ou d'échec à l'adoption. Il n'est pas rare que les plus jeunes collaborateurs aient des difficultés à changer d'habitude, contrairement à leurs collègues plus seniors qui comprennent parfois mieux les opportunités. Vous devrez aussi vous méfier de ce que j'appelle les anticorps digitaux. En fait, une entreprise, ce sont des gouvernances, des règles, des cultures, des méthodes, des habitudes qui se sont imbriquées les unes aux autres au fil des années pour atteindre un parfait équilibre. Les outils digitaux comme Office 365 amènent une nouvelle pièce au puzzle qui oblige toutes les autres à se redessiner pour parvenir à l'insérer. Pour cette raison, sans accompagnement dans le cadre d'une démarche, les collaborateurs, les managers et même les dirigeants vont consciemment ou inconsciemment combattre ces outils qui remettent en cause cet équilibre, par exemple en fermant l'accès à certains outils. Mais le frein le plus fort au déploiement, c'est le manque de curiosité des collaborateurs et le plus souvent des managers qui ne cherchent pas à connaître les opportunités que ces outils pourraient apporter à leurs équipes. Vous avez maintenant compris les enjeux et l'importance d'une mobilisation large de l'entreprise autour de cette démarche avec Office 365. Et parce que chaque entreprise est différente, il n'y a pas de recette miracle et unique pour réussir le déploiement. Par contre, il y a des prérequis importants qui sont souvent ignorés et qui font le succès ou l'échec du déploiement dans l'entreprise. Nous allons maintenant ensemble voir quelques-uns de ces points dans ce dernier chapitre avant de conclure. Le premier conseil, c'est d'essayer de trouver votre évangéliste au sein de l'entreprise. L'évangéliste, c'est celui ou celle dans votre entreprise qui est convaincu des enjeux d'Office 365, qui connaît bien la solution, qui a une position hiérarchique et un charisme suffisant pour convaincre les dirigeants et les managers. C'est aussi lui qui va donner une vision et qui va être le moteur de la transformation digitale interne au sein de votre entreprise. Deuxième conseil, faites votre possible pour faire de votre dirigeant un vrai sponsor de la démarche. Si le dirigeant n'affiche pas sa conviction, rien d'important et de profond ne pourra se faire et l'entreprise passera à côté de tous les gains. Proposez-lui également un tutoring particulier pour qu'il soit lui-même utilisateur de ces outils, notamment, par exemple, pour échanger et collaborer au sein de son CODIR.
Comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer, n'abordez pas le déploiement d'Office 365 comme un simple projet informatique comme un autre, mais bien sous l'angle d'une démarche d'entreprise, car c'est la seule façon de pouvoir mobiliser toutes les directions et de créer une vraie dynamique. Essayez ensuite d'aligner les planètes. Alors cette expression, je l'utilise souvent en mission pour parler de l'implication des directions dans la démarche de déploiement. Très généralement, la DSI est la seule direction véritablement impliquée dans la démarche, ce qui n'est pas suffisant comme nous l'avons vu précédemment. Aligner les planètes, c'est donc réussir à impliquer toutes les directions pour qu'elles contribuent toutes à la réussite de la démarche. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Il n'est pas rare que des entreprises s'intéressent à Office 365 une fois qu'elles sont dans la tourmente et à la recherche d'économies grâce au cloud notamment. Mais lancer une transformation digitale interne, ça prend du temps et ça nécessite des moyens, ne serait-ce que pour l'accompagnement. Le temps et les moyens, ce sont les deux choses qui manquent quand une entreprise est en difficulté. Ensuite, soyez curieux. Encouragez la curiosité au sein de votre entreprise. Mettez en œuvre tout ce qu'il faut pour expliquer aux collaborateurs et à leurs managers ce qu'ils peuvent gagner avec ces nouveaux outils. Donnez-leur le moyen d'expérimenter et de réinventer leur quotidien avec ces outils. Enfin, dernier conseil, pensez à mobiliser les forces digitales au sein de votre entreprise. Vous allez découvrir que vous avez des personnes très bien câblées dans vos équipes qui vont tout de suite comprendre ce qu'ils peuvent tirer de ces outils. N'hésitez pas à créer des communautés pour leur donner un espace d'échange et pour pouvoir ainsi leur donner une visibilité, car ce sont eux vos meilleurs ambassadeurs. En particulier, n'hésitez pas à créer une communauté des assistantes. Elles constituent une population charnière entre la direction et les équipes et sont souvent très intéressées par les opportunités offertes par ces solutions. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura permis de comprendre les enjeux du digital interne avec Office 365 et qu'elle vous aura inspiré dans la manière de déployer cette incroyable suite collaborative. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous invite bien sûr à lire mon dernier livre paru aux éditions Mardaga. Vous y retrouverez beaucoup d'exemples, de conseils et d'arguments pour comprendre et défendre ces solutions au sein de votre entreprise. N'hésitez pas également à visiter mon site internet digital-inside.fr dans lequel je poste régulièrement des billets et des interviews. Enfin, si vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à me contacter, soit depuis la rubrique Me contacter du site internet, soit depuis LinkedIn ou encore à l'adresse email affichée ici à gauche. Merci et à bientôt.